Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour en particulier à nos intervenantes et intervenants d'aujourd'hui, que je remercie de participer à cette web-série qui est consacrée à la table, si j'ose dire. À table, d'ailleurs, est le titre. Malheureusement, on sait que ce sujet, au niveau international, européen et français, est un sujet sensible car on ne peut pas s'étonner que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Guterres, ait rappelé il y a encore quelques jours la nécessité de lutter contre la précarité, la pauvreté, mais aussi pour lutter contre les problèmes graves de sous-alimentation. Il est assez étonnant de constater qu'au niveau international, alors qu'il y avait eu une diminution du nombre de personnes sous-alimentées au milieu des années 2000, malheureusement, on est remonté d'environ 580 millions de personnes en sous-alimentation à plus de 770 millions de personnes aujourd'hui, ce qui est un chiffre évidemment énorme. Alors, touche particulièrement l'Afrique, hein, c'est 20% des personnes qui sont en sous-alimentation en Afrique. On sait bien que ce phénomène global, international, est dû à des questions économiques évidemment très présentes à nos esprits, mais aussi malheureusement aux nombreux conflits, notamment la guerre du Yémen, notamment la guerre d'Ukraine, qui est venue, si j'ose dire, accroître les difficultés. Mais la faim ne concerne pas que l'Afrique ou d'autres pays, ça concerne aussi l'Europe. C'est quand même 7% de la population européenne qui ne mange pas à sa faim. Alors c'est dû là aussi, évidemment, au conflit que nous avons évoqué, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est dû aussi aux conséquences du Covid, c'est dû à l'inflation, et je dirais, j'appellerais ça de manière un peu simpliste, au désordre au pluriel économique. Mais c'est un phénomène qui touche aussi la France, et là, on ne peut être que frappé par le fait qu'entre 2008 et 2021, on est passé de 2,6 millions de personnes à 7 millions, je dis bien à 7 millions, qui, si j'ose dire, sont dans les files alimentaires d'attente auprès des associations solidaires ou des épiceries solidaires. C'est quand même très inquiétant. ATD Quart Monde, le Secours populaire et bien d'autres ont mis l'accent sur cet accroissement des files d'attente, si j'ose dire, de personnes, femmes et hommes, qui ont besoin de s'alimenter mieux et d'avoir une alimentation saine. Alors les raisons sont à peu près les mêmes que celles que j'ai déjà évidemment évoquées, et ceci, en ce qui concerne la France, malgré la baisse du chômage. Donc c'est un sujet très prégnant chez nous aussi, pas simplement chez les autres, bien entendu. Alors je voudrais rappeler à l'occasion d'aujourd'hui, et je remercie encore une fois les intervenantes et intervenants de dire ce qu'ils font tout à l'heure, rappeler que nous avons consacré une web-série il n'y a pas très longtemps à la lutte contre le gaspillage alimentaire, hein, je le resignale au passage, qui est un problème essentiel auquel la Fondation travaille avec des partenaires. Hein. Je rappelle qu'en France, 20% de la nourriture en produits finis va à la poubelle, ce qui est assez stupéfiant et ce qui concerne, ce qui représente environ 10 millions de tonnes de nourriture gâchée. Il y a de quoi faire. On voit bien la contradiction entre ces chiffres et ceux que je citais tout à l'heure, et donc l'anomalie grave qui existe dans ce domaine. Et alors, tous ces chiffres doivent être confrontés aussi au fait qu'il y a quand même en France l'aide alimentaire, hein, qui touche plus de 5 millions de personnes. Il y a, mais malgré ça,
il y a les 7 millions de personnes que j'évoquais tout à l'heure signalées par les associations solidaires, il y a les 8 millions de personnes qui sont considérées statistiquement en insécurité alimentaire. Alors, avec ce flot d'informations, évidemment, on ne peut être que sensibiliser et mobiliser auprès des associations qui, comme les vôtres, cherchent à rendre l'accessibilité à l'alimentation saine plus large, je dirais plus rapide. Et c'est pourquoi notre fondation, évidemment, développe les partenariats avec des associations comme les vôtres pour contribuer à agir. Une des choses qui me semble importante, je voudrais souligner avant de vous passer la parole, c'est la nécessité d'additionner les différents types d'actions associatives et publiques, évidemment. Mais aujourd'hui, on parle des associations. De ce point de vue-là, le travail que fait ESS France sur le plan de la lutte contre le gâchis alimentaire est important. Notre association y participe. Je pense aussi que le travail que fait l'UGES avec les boutiques, les commerces alimentaires est très important parce que c'est un travail là aussi, je dirais, qui contribue à créer une certaine transversalité d'action sur les territoires en France. Et je pense que il faut de plus en plus agir de façon à additionner vos actions, que ce soit celles de Local Attitude, de Toulouse, de VRAC Toulouse Métropole, des territoires à vivre, etc. Je pense que ce que vous faites est remarquable sur chacun des territoires. Je pense que nous devons de plus en plus agir, comme le fait l'UGES dans son domaine, à donner plus de transversalité, plus de visibilité et donc plus de force à tout ce que vous faites toutes et tous. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en vous remerciant de m'avoir écouté. Et je vais vous écouter avec intérêt. Merci, Président. Donc, je suis Émilie Habert, chargée de mission pour la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale. Et avant de revenir plus en détail sur cette thématique de l'accessibilité alimentaire et notre web-série dédiée au sujet à table, quelques mots de contexte sur le groupe AG2R La Mondiale pour vous dire que le groupe est engagé pour le développement durable depuis de nombreuses années dans ses différents métiers, tant dans sa qualité d'investisseur, d'assureur que d'employeur. Le groupe s'est engagé dès 2003 en signant les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies et il prend en considération des préoccupations tant sociales qu'environnementales dans l'exercice même de ses métiers. Si la raison d'être a été inscrite dans les statuts du groupe AG2R La Mondiale, elle constitue une boussole stratégique pour l'évolution des modèles d'affaires et le groupe prend appui notamment sur les ODD pour accélérer sa démarche de responsabilité sociétale d'entreprise parce que ces objectifs de développement durable constituent vraiment un cadre universel d'engagement qui a été choisi par la France en matière de développement durable. Alors, la Fondation d'entreprise, elle est exclusivement dédiée à soutenir des projets d'intérêt général et elle a également décidé dès juin 2020 d'inscrire ces ODD dans sa feuille de route. L'idée, c'est de vraiment en faciliter la compréhension, la bonne compréhension par l'ensemble de ces parties prenantes, mais c'est aussi et surtout de valoriser en réalité la contribution fondamentale et ancienne du monde associatif et des acteurs de l'économie sociale et solidaire à leur réalisation. Alors, ces objectifs de développement durable, ils ont été pensés en 2015 par l'Organisation des Nations Unies qui a proposé un agenda de développement durable à horizon 2030. Donc, c'est un programme qui se décline en 17 objectifs, eux-mêmes déclinés en 169 sous-objectifs. Donc, c'est un programme ambitieux qui s'adresse en priorité aux États membres, signataires, mais leur réalisation, elle, implique tous les acteurs de la société civile, que ce soit les entreprises, les syndicats, les ONG, les associations, bien sûr, les citoyens. Et cet agenda, il se base sur un fil rouge selon lequel il n'y a pas de prospérité sans protection de la planète. Et du coup, la transition écologique, elle se doit d'être juste, de sécuriser à la fois les populations, de ne laisser personne sur le bord de la route pour transformer nos modèles.
Parce qu'en effet, quand on dit lutte contre la pauvreté, on ne peut pas le dissocier de la lutte contre le changement climatique qui va aussi dépendre de la capacité de la société à modifier ses systèmes productifs. Et tout cela va reposer tant sur un bon niveau d'éducation, de formation, mais aussi sur des partenariats et alliances à toutes les échelles de l'humanité. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un focus plus spécifique sur cet ODD 2, fin zéro, selon lequel l'ambition, c'est d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir l'agriculture durable. Et vous avez eu en propos introductif quelques chiffres sur le contexte mondial, européen et français. Et cet objectif se décline lui-même en sous-objectifs qui s'affichent à l'écran, qui sont d'éliminer la faim, de faire en sorte que chacun, et en particulier les personnes pauvres ou en situation de vulnérabilité, ait accès tout au long de l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Mais c'est aussi de mettre fin à toutes les formes de malnutrition qu'on a pu évoquer, de doubler la productivité agricole des petits producteurs alimentaires, tout en assurant la viabilité des systèmes de production et de mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes. Et puis enfin, un objectif à plus courte échéance de préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d'élevage et domestiqués, des espèces sauvages apparentées. Donc, comment en fait faire de cette ODD un projet de société? Parce que, comme on l'a dit, bien que la France ait éradiqué la malnutrition aiguë de son territoire, bien, des problèmes demeurent, hein. Il existe une vraie fracture alimentaire aujourd'hui entre celles et ceux qui ont la possibilité de bien se nourrir et celles et ceux qui ne le peuvent pas. Donc, comment permettre l'accès de tous à une alimentation de qualité, saine, locale? En 2020, le labo de l'ESS, qui est un think tank dédié à l'économie sociale et solidaire, a travaillé à une étude action qui a traité de ce sujet de la précarité alimentaire sous l'angle de l'alimentation de qualité pour tous et qui a mis en avant certaines préconisations qui visent à améliorer déjà fondamentalement la qualité des produits proposés dans le cadre de l'aide alimentaire, mais aussi de dépasser ce modèle distributif d'aide alimentaire qui est en réalité une réponse palliative, qui permet un accès minimal à l'alimentation. C'est de replacer l'accès à l'alimentation de qualité au cœur d'un projet de transition alimentaire durable et juste, accélérer les transitions, reconnaître juridiquement le droit de tous à une alimentation de qualité, repolitiser l'alimentation, faire bon usage du gaspillage alimentaire. Mais c'est aussi inventer des nouveaux modèles d'action pour favoriser l'accès à une alimentation de qualité sur les territoires et puis réinventer un peu les politiques locales pour ce dynamisme d'action territoriale. Alors, la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale partage totalement cette vision et soutient de nombreuses initiatives qui encouragent le droit de tous à une alimentation de qualité, agissant pour des systèmes alimentaires plus durables. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, comme l'a dit le président, d'accueillir Maxime Fritzen de l'UGES, qui est chargé de plaidoyer, qui va nous donner des propos vraiment introductifs. Qu'est-ce qu'on entend derrière ces terminologies, un peu de contexte et de chiffres. Et ensuite, nous mettrons la lumière sur 3 initiatives qui agissent différemment sur cette thématique, mais en complémentarité. C'est donc Local Attitude, une épicerie sociale et solidaire, la cantine de Nexon, qui travaille autour d'une cantine participative, et VRAC Toulouse Métropole, qui travaille sur des groupements d'achat. Et puis enfin, nous souhaitions ouvrir sur les coopérations territoriales en vous faisant un retour par Maëlys Aurélou sur les expérimentations de territoire à vivre. Donc Maxime, je vous passe la parole. Peut-être nous donner 2 mots aussi de qui est l'UGES et puis le contexte autour de ce sujet. Comme vous avez dit, je vais vous faire des petits mots d'introduction de présentation sur l'UGES. Alors l'UGES, c'est un acronyme pour l'Union nationale des groupements des épiceries sociales et solidaires, créé en 2013 avec l'objectif de représenter les épiceries sociales et solidaires et leurs groupements territoriaux. Les groupements, pourquoi? Parce qu'ils permettent de mutualiser les besoins des épiceries sur les territoires, notamment l'approvisionnement en produits, de partager leur retour d'expérience, d'accompagner le développement des épiceries sur le territoire, de les former. Voilà, ça permet vraiment de rendre collective cette action. Aujourd'hui, en France, on représente 6 collectifs et environ 110 épiceries qui sont engagées donc, pour transformer durablement les politiques d'aide alimentaire, soit par le volet épicerie sociale qui est réservé aux personnes en situation de vulnérabilité,
ou par les épiceries solidaires qui pratiquent une mixité des publics et des prix différenciés. Et dans ces épiceries, contrairement à la distribution de colis, donc les personnes peuvent choisir librement leurs produits en fonction de leurs habitudes, contre le paiement d'un prix symbolique selon la situation de la personne. Et avec toujours en tête la volonté dans ces projets de mettre l'humain au cœur, via un accompagnement, une implication des personnes et puis un respect aussi de la dignité. Et l'importance d'une gouvernance horizontale où chaque personne participe à la construction du projet associatif. Voilà pour l'UGES. Je vais rentrer directement dans la question de l'accessibilité alimentaire, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Pour nous, cette question d'accessibilité alimentaire, elle englobe plusieurs questions, hein, la question d'accès physique, économique et social à une alimentation durable et adéquate. Donc physique, parce que les territoires sont inégalement dotés de structures d'alimentation et d'aide alimentaire. Économique, parce qu'on peut corréler le niveau de revenu à la quantité, à la qualité de l'alimentation, hein, les deux sont très importants, il ne faut pas oublier aussi la question de la qualité. Et social, parce que l'alimentation occupe une place très importante dans notre société en termes de création de liens sociaux, d'appartenance à des groupes ou de construction de sa propre identité. En France, la question a été surtout traitée via la notion de la précarité, de la lutte contre la précarité alimentaire, et elle a été introduite via la loi Egalim, donc assez récemment, dans le Code de l'action sociale des familles. Je le lis rapidement. Donc, la lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. L'aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, cette définition, elle dépasse la simple notion d'aide alimentaire telle qu'elle a été pratiquée historiquement par le don et la distribution de colis. Et voilà, on voit que là, il y a une nécessité d'action de plaidoyer, puisque cette politique, elle reste malgré tout encore très orientée vers cette action palliative et non préventive, hein, vous l'avez dit en introduction. Et nous, on a pu identifier 4 grandes limites dans ce système actuel. Alors, il y en a d'autres, hein, peut-être, mais pour nous, c'est celles qui nous paraissent le plus important. Le premier, c'est que cette demande d'aide, elle est toujours plus importante. Donc, ça montre aussi, finalement, un échec des politiques qui ont été conduites jusque-là. Selon la DGCS, hein, la Direction générale de la cohésion sociale, en 2020, 5,6 millions de personnes étaient concernées par l'aide alimentaire. C'était 2,2 millions de personnes en 2009, donc ça a plus que doublé en un peu plus de 10 ans. Il y a 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays, et on sait que ces chiffres sont en plus sous-estimés. On sait que la statistique par rapport à la question de précarité alimentaire est assez compliquée. Le deuxième limite, c'est que l'action est souvent stigmatisante pour les personnes, d'où une forte proportion de non-recours, hein. On sait que 43% des recourants hésitent avant de se rendre dans un lieu d'aide alimentaire, 64% par honte notamment. Et donc, l'aide alimentaire, elle est construite en grande majorité pour traiter des situations de grande précarité. Elle ne fait pas forcément la différenciation entre tous les publics, et c'est là le problème de stigmatisation qu'on peut relever. La troisième limite qu'on a pu relever, c'est la qualité des produits, hein, qui est souvent insuffisante. Le fait d'avoir ancré la question de la lutte contre la précarité alimentaire avec la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire, alors certes, elle peut avoir des côtés positifs sur la réduction des gaspillages, mais aussi ça implique certaines limites sur l'approvisionnement des produits, l'imprédictabilité des produits qui seront donnés, puis la question aussi des produits frais, hein, qui peut poser problème dans le cadre de dons. Voilà, puis on peut aussi poser la question de la pertinence, hein, de donner des produits issus du gaspillage, donc dont personne ne veut, à des personnes qui sont en situation de pauvreté. En termes de dignité, ça pose aussi question. Le dernier point, c'est un transfert aussi finalement de l'État-providence au monde associatif, hein, qui comporte des limites. La dépendance au bénévolat qui peut être aléatoire, on l'a vu avec la Covid, où il y a eu une forte baisse aussi de l'implication bénévole, et donc qui laisse des trous dans la raquette sur cette question de lutte contre la précarité alimentaire. Les lieux d'implantation aussi qui sont aléatoires, hein, selon les dynamiques associatives, et des missions aussi que les bénévoles doivent réaliser, qui sont de plus en plus professionnalisées, et au détriment de l'humain et de l'écoute. Donc voilà, notre idée, c'est de dépasser l'aide alimentaire en sortant d'un modèle de distribution de denrées qui peut être stigmatisant, pardon, et qui ne répond qu'à l'urgence.
à un modèle de promotion d'un droit à l'alimentation où l'action d'urgence serait une des actions qui permet une sécurité alimentaire durable. Et donc, cette politique de droit à l'alimentation, elle doit s'intégrer à un projet plus global de réduction des inégalités sociales, de santé et puis de territoire. Et donc, on doit pour ça travailler à différentes échelles. La première échelle, c'est l'intégration dans les filières alimentaires, des filières d'aide alimentaire dans les systèmes alimentaires territoriaux pour justement garantir un approvisionnement de qualité, notamment sur les produits frais et aussi en pensant toujours au prix qui doit être rémunérateur pour le producteur, puisque ce sont aussi les premiers précaires. Et donc, ça nécessite le développement, la pérennisation de financements qui permettent cet achat en produits de qualité. Et puis, ça nécessite aussi d'agir pour garantir notre autonomie alimentaire sur le territoire et la promotion des modèles agroécologiques. Le deuxième point, c'est développer un continuum justement dans la lutte contre la précarité alimentaire qui soit adapté à chaque public, donc de la situation d'aide d'urgence avec les repas chauds, les maraudes, au modèle d'accessibilité alimentaire qui soit non stigmatisant et qui garantisse aux personnes leur liberté de choix et leur maintien dans notre société. Donc, via le développement des épiceries sociales et solidaires, en mixité de public, le développement des groupements d'achat, des tiers-lieux dédiés à l'alimentation, on aura des exemples juste après. Et donc, il faut aller aussi vers la mise en place de modèles de démocratie alimentaire où les citoyens ils se réapproprient aussi la question politique de l'alimentation, que ce soit son prix, sa provenance, ses conditions de production ou de transformation. Et le dernier point, c'est rendre le pouvoir d'agir aux personnes qui ont connu des parcours de vie accidentés pour se réapproprier leur alimentation. Et ça nécessite aussi de redonner aux bénévoles une place importante dans l'accompagnement, l'écoute et la construction du lien social. Voilà, je ne vais pas faire plus long. J'ai essayé de respecter le timing qui m'était imparti. Et donc, je vais laisser aux autres projets rentrer un peu plus dans le détail et expliquer concrètement ce que j'ai pu un peu vous présenter de manière théorique. Merci de votre écoute. Je voudrais intervenir juste une minute sur le droit à l'alimentation que vous venez d'évoquer avec raison, pour dire qu'il faut aller, et je crois que c'est ce que vous dire juste avant, c'est aller véritablement vers un droit à un niveau de vie décent, ce qui, effectivement, comme vous le disiez, nécessite la lutte contre le mal-être alimentaire, si j'ose dire, mais aussi, effectivement, l'insertion sociale plus globalement et l'insertion économique. C'est tout ce que je voulais dire. Je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille à la notion de niveau de vie décent. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit, mais pour nous, cette question, elle est à relier essentiellement à la question de la lutte contre la pauvreté. Et donc, effectivement, cette question de droit à l'alimentation, elle est intrinsèquement liée à la question de la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup Maxime pour vos propos. Alors tout de suite, je vais donner la parole à nos trois intervenantes pour présenter vraiment des initiatives locales qui s'inscrivent dans ces valeurs et ces principes que vous avez pu évoquer pour sortir de l'aide alimentaire historiquement menée et aller vers ce droit à l'alimentation de qualité pour tous. Et donc, je vais donner la parole successivement à Barbara Binder de Local Attitude, qui est une épicerie sociale et solidaire. Puis nous écouterons Natacha de la Cantine et Natalia pour VRAC Toulouse. Alors, Barbara, je vous laisse la parole pour nous présenter Local Attitude, le projet politique que vous portez, comment vous travaillez cette question de l'accessibilité alimentaire au sein des quartiers avec les habitants et vos différentes parties prenantes. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Barbara Binder et je suis membre du conseil collégial de l'association Local Attitude, du jardin à l'épicerie et référente du groupe communication. Notre fonctionnement est basé sur des groupes de travail de bénévoles. Chaque groupe a un référent. Et tous les référents de groupe sont membres à part égale du conseil collégial, qui est l'instance de décision. Actuellement, nous avons une équipe de salariés réduite. Une personne pour l'épicerie et l'animation et un jardinier à temps partiel. Ils ont une mission importante de coordination et d'accompagnement des personnes bénévoles, mais aussi des stagiaires en insertion et en formation. Nous avons fait ce choix d'une gouvernance partagée pour traduire dans notre fonctionnement nos valeurs de démocratie, de solidarité et de l'engagement. Notre association se trouve au cœur du quartier du Grand Parc à Bordeaux. Elle est née du constat de la hausse de la précarité alimentaire, c'est-à-dire de la difficulté pour ses habitants d'avoir une nourriture saine, de qualité et abordable. Une partie de ce quartier est classée en quartier prioritaire de la politique de la ville, ce qui signifie que les habitants ont un niveau de revenus particulièrement bas.
Ça concerne pour notre association environ 11 000 personnes. Pour remédier à cette situation, les centres sociaux et les habitants ont travaillé sur un projet de solidarité alimentaire. Dès l'origine, il devait comporter une épicerie solidaire, des ateliers de cuisine participatifs et un jardin collectif. Concrètement, le projet prend forme en 2018 avec la création d'une épicerie solidaire, participative et éco-citoyenne. Elle se trouve dans le périmètre du quartier prioritaire de la politique de la ville, mais aussi en proximité de quartiers à revenus plus élevés, les Chartrons et Saint-Louis. Cette situation permet de développer la mixité sociale et culturelle. Nos 600 adhérents résident essentiellement dans ces 3 quartiers, donc un cas environ est issu du quartier prioritaire de la ville. L'épicerie permet de répondre à une de nos missions principales, l'accès à une alimentation saine et de qualité et à des prix abordables. Dans les faits, nous fonctionnons comme un commerce de proximité. Nous achetons à des fournisseurs et vendons des produits alimentaires, de la vie courante et d'hygiène en libre service. La différence avec une épicerie conventionnelle est que tous nos clients sont adhérents à l'association. L'association est ouverte à tous et la cotisation d'un prix modique. Nos produits sont choisis sur la base d'un cahier des charges que nous avons établi. Il comporte aussi bien de l'exigence de qualité, le respect de l'environnement et évidemment un niveau de prix abordable. Nous proposons dans la mesure du possible des produits bio, équitables, locaux, en vrac et de saison. Pour des raisons de coût, nous proposons aussi des produits conventionnels. Malgré tout, nous constatons que de plus en plus de personnes sont dans une situation de précarité au point de ne plus pouvoir se nourrir correctement. Pour remédier à cette situation, nous avons mis 2 dispositifs en place. Premièrement, les services sociaux nous adressent des personnes qui bénéficient d'une aide pour l'achat de nourriture. Il s'agit d'une prise en charge partielle qui leur permet de ne payer que 50% du prix. Puis deuxièmement, pour tous ceux qui sont en situation difficile et qui ne bénéficient pas de l'aide des services sociaux, nous proposons la réciprocité. Ça signifie qu'en contrepartie du bénévolat en boutique, ils bénéficient d'une réduction de 30%. Donc, ils font leurs courses normalement et payent 70% du prix affiché. Aujourd'hui, ça représente 360 heures par mois dans l'épicerie, pour un budget d'environ 5% de notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas négligeable, d'autant plus que l'on constate significatif ces derniers mois. Puis, un de nos groupes de l'association est dédié à l'accueil et à l'orientation des personnes en précarité alimentaire. Car au-delà de la solidarité financière et matérielle, l'épicerie est un lieu de lien social. Travailler ensemble dans un cadre confiant et bienveillant crée du lien. Il permet aux personnes touchées par la précarité, les problèmes de santé ou de handicap de sortir de l'isolement. Nous avons des témoignages touchants sur ce que la vie à l'épicerie a pu apporter à certains qui se trouvaient à un moment difficile de leur vie. C'est non seulement une épicerie, mais aussi un lieu d'accueil basé sur nos valeurs de solidarité, partage, respect, laïcité, confiance. Il a grandement fait ses preuves aussi pendant la période de confinement, en assurant le lien entre les habitants, pour beaucoup le seul lien qu'ils ont pu avoir pendant cette période. Donc, en plus des activités liées à l'épicerie, nous organisons et participons à des animations dans le quartier et surtout le territoire de Bordeaux-Nord. Effectivement, pour aller plus loin dans l'accès à une nourriture saine et de goût, nous proposons la transmission de savoir-faire sous forme d'ateliers participatifs de cuisine. Nous animons également des ateliers de sensibilisation et d'éducation à l'alimentation saine avec des écoles ou d'autres partenaires du quartier. Actuellement, pour développer nos activités d'épicerie, nous créons des partenariats avec des professionnels et des associations de quartier. Nous leur fournissons nos produits et assurons la livraison par vélo cargo. L'année dernière, je reprends, nous avons pu démarrer l'activité jardin. Dans le cadre d'un réaménagement du quartier, la mairie a mis à notre disposition une parcelle de 650 mètres carrés pour jardiner.
En partenariat avec le centre social, nous avons organisé des ateliers de jardinage, de compostage pour les adhérents et les habitants. Dès le départ, le projet prévoyait des activités autour d'un jardin. Nous considérons qu'il s'agit d'un support pédagogique indispensable pour faire comprendre l'agroécologie et sensibiliser à la nature, la nourriture et la santé. Cette année, nous renforcerons ces activités, toujours en partenariat avec les acteurs sociaux, culturels, les opérateurs de l'insertion. Ça sera aussi une année test pour évaluer la feuille maraîchère en pleine ville, qui à terme pourrait assurer une partie de l'approvisionnement de l'épicerie. Nos perspectives. Nous sommes engagés dans le projet expérimental de territoire zéro chômeur longue durée qui est prévu sur le périmètre du quartier Grand Parc. Il s'agit du prolongement de notre mission d'insertion et devrait aboutir à la création d'au moins 2 emplois supplémentaires dans notre association. À une échéance plus longue et une dimension plus large, nous nous sommes engagés pour une sécurité sociale alimentaire à travers un groupe de réflexion avec le centre social. Nous participons aux rencontres nationales organisées par Ingénieurs sans frontières en qualité d'initiative expérimentation locale. Elle s'inscrit dans notre engagement concret et notre militantisme d'œuvrer pour une démocratie alimentaire. Une démocratie où les personnes en difficulté financière gardent leur dignité et ne sont plus les récepteurs du surplus du système alimentaire actuel. Une démocratie où l'alimentation saine et respectueuse de la biodiversité et de l'environnement est accessible à tous et pas seulement à partir d'un certain revenu. Et nous faisons aujourd'hui le constat que le système actuel ne permet plus le développement de l'agriculture biologique, probablement même plus le maintien. Et pourtant, c'est la forme d'agriculture la plus saine et la plus respectueuse de l'équilibre de la planète. Pour notre association, il s'agit de vivre les valeurs de solidarité, partage, respect, laïcité, confiance, non seulement à l'intérieur de notre association et avec nos partenaires territoriaux, mais de les traduire aussi dans une vision globale du système alimentaire, de la production à la distribution. Merci beaucoup, Barbara. Merci pour nous avoir présenté votre projet de Local Attitude. Je vais tout de suite passer la parole à Natacha pour la cantine qui travaille ce sujet sous un autre angle et je vous laisse partager votre projet associatif, Natacha. Je suis Natacha Margotto, je suis chargée de l'ingénierie, l'accompagnement, coordination et le lancement d'activités du projet de la cantine qui se situe en Limousin, à Nexon-Haute-Vienne, dans un bourg rural, dans une petite ville de 2600 habitants. Je suis salariée donc de cette association qui est dirigée par un collectif d'habitants qui porte un projet vraiment ancré sur un territoire avec l'idée de faire du développement local, c'est-à-dire du développement économique avec une part d'utilité sociale à forte valeur ajoutée démocratique. L'idée, c'est de construire une économie localisée, circulaire et solidaire autour de l'alimentation. Donc le projet et ses activités. La cantine est née au lendemain du confinement, en mars 2020. Donc, on se souvient un petit peu, je pense tous, de ce contexte très particulier. Et là, ce collectif d'habitants s'est posé la question de comment agir, à quels endroits, non pas pour faire à la place de ce qui existe déjà, mais prendre sa part dans la société et de se dire comment, localement, on peut se mêler d'économie et comment on peut questionner les modèles en place. Donc, on est parti d'une idée, d'un pari, l'idée que se nourrir les uns les autres pouvait être un moyen de faire vivre, de vivre ensemble dans nos campagnes, mais aussi de les faire vivre. Donc la cantine, c'est avant tout une démarche qui vise à construire des solidarités, c'est-à-dire des usages et des intérêts partagés autour de la transformation d'une alimentation saine et locale. Donc partagée entre qui ? Voilà, la vocation ici, c'est de rassembler aussi bien les habitants que les associations, les institutions, les professionnels de l'écosystème alimentaire, c'est-à-dire producteurs, cuisiniers et cuisinières, parce qu'il y a tout un tissu d'acteurs dans nos campagnes qui travaillent la terre, qui cuisinent les productions, qui valorisent et qui distribuent. C'est l'idée qu'on est tous dans le même panier, sans stigmatisation, et que la précarité, c'est aussi plus largement la vulnérabilité. Donc, quid de la relocalisation de nos systèmes alimentaires. À la cantine, on a donc 3 espaces partagés dans un lieu mis à disposition par la mairie, une cuisine,
un espace d'animation et une conserverie végétale en construction. Chaque espace est en partage entre des activités pour les adhérents bénévoles et le grand public, des activités qu'on mène en partenariat avec les acteurs locaux dans une logique de territoire pour faire avec ceux qui sont déjà en place, et des activités aussi prises en charge par les professionnels qui peuvent louer la cantine pour répondre à une demande de prestation, donc consolider leur activité économique, qui peuvent louer la cantine pour proposer des activités autour de la cuisine et qui peuvent aussi intégrer la cantine comme espace tremplin pour un lancement de projets de restauration. Donc, comment on travaille l'accessibilité de tous à une alimentation locale de qualité à la cantine? Donc, on n'est pas dans une logique de distribution, on est dans une logique de transformation et de faire ensemble. Pédagogiquement, on n'est pas non plus sur l'idée de donner des leçons de comment bien manger. On fait le pari qu'on a tous quelque chose à partager, un bon sens, dans un rapport fort au vivant, et que si ce bon sens, on le met dans un pot commun, eh ben, on peut travailler la coopération et l'entraide, et qu'à plusieurs, on sait beaucoup de choses. Donc, on est vraiment sur une logique de partage de savoir. Ce qu'on propose est soit non payant parce qu'on a des subventions et du mécénat qui nous permet voilà, de proposer des activités, soit à prix libre et conscient pour garantir vraiment l'accessibilité à tous sur nos activités. Donc, on a des ateliers de cuisine participative, comme vous voyez ici, non payants. C'est en fait des activités de co-cuisine animées par la salariée. On travaille le frais, fruits et légumes, production aussi carnée. On valorise les invendus bio et locaux grâce à des récupérations qu'on fait dans les magasins locaux. L'idée, c'est de cuisiner jusqu'au bout ensemble. Comment on travaille le produit, ses saveurs jusqu'au bout, et on partage le repas ensuite. Il y a aussi des animations qui sont proposées et prises en charge par les bénévoles qui veulent s'impliquer. Ces animations sont donc à prix libre et conscient, c'est-à-dire on donne ce que l'on peut. Je vous donne un exemple de la cuisine party. Voilà, c'est l'idée de travailler le fruit ou le légume de saison ou travailler thématiquement pour expérimenter les goûts et les textures. Et là encore, on ne dit pas comment on fait, on se lance ensemble dans un espèce de jeu autour de l'alimentation et on travaille vraiment ensemble avec les envies et les idées de chacun. On a des temps de tablées ouvertes qui sont des ouvertures de la cantine en mode restaurant où les repas sont vendus aussi à prix libre et conscient. On a des temps de transformation collective où on fait des bocaux, de la lactofermentation pour là partager les techniques de conservation et donc améliorer la durabilité des produits. Donc une partie reste dans les stocks de la cantine, une autre partie est redistribuée aux gens qui participent à ces temps de transformation. La cantine, c'est aussi une existence hors les murs. On a des actions de prestation dans les écoles avec le parc naturel régional Périgord-Limousin. On a aussi des actions dans tout type d'organisation, notamment les entreprises, où voilà, on fait valoir l'alimentation saine et locale, de saison, des techniques, voilà, des techniques et des savoir-faire. On organise aussi des cuisines participatives en mode team building. On fait de la prestation de traiteurs locaux pour faire goûter et découvrir des fois des produits qu'on oublie dans la façon de travailler. On invite des gens à s'impliquer, donc bénévoles, à s'impliquer dans des groupes d'action. Donc, on a plusieurs groupes d'action. Le groupe cuisine, où on partage des recettes, où on est aussi en responsabilité de la récup alimentaire. Et puis aussi, on a un groupe jardin, voilà, qui s'occupe de bacs potagers à l'extérieur de la cantine, où là, on a planté des fleurs comestibles, des plantes aromatiques. Donc, on ne plante pas des légumes parce qu'on a plein de producteurs autour de chez nous. Donc, ça, c'est leur travail. Ils le font bien. Ils ont besoin de temps pour le faire. Nous, on s'est dit que voilà, on pouvait travailler la couleur et les saveurs dans les assiettes à partir de bacs à proximité. Ces bacs ont été mis en place grâce à une coopération de territoire qu'on a nommée Passerelle Croquante. On travaille avec le service de fleurissement de la mairie de Nexon et le centre social de la communauté de communes, voilà, pour mettre en place ces bacs, les faire vivre et les travailler. C'est l'idée de favoriser et de promouvoir le comestible local à l'échelle de nos bourgs, toujours dans cette logique de territoire. Donc la cantine, c'est vraiment inviter chaque habitant à mettre son grain de sel. Une fois par mois, on organise des temps conviviaux. Le dernier samedi de chaque mois, le matin, on est en assemblée libre et consciente. Chaque adhérent peut venir échanger ses idées et prendre des décisions sur la direction de l'association et du projet. Le midi, on est en midi gamelle, mode auberge espagnole. Chacun partage un repas avec ce qu'il amène. Et l'après-midi, c'est la main à la pâte. On participe à la vie du lieu avec l'idée que faire, c'est décider. Donc, nos valeurs, c'est vraiment porter un sens commun de l'action collective,
basée sur le partage, la convivialité et la coopération. On est vraiment dans une dynamique d'éducation populaire qui favorise une émancipation individuelle articulée à une émancipation collective et inversement. Donc la cantine, on transforme les produits, mais on est vraiment dans l'idée d'une transformation sociale. Et là, je rejoins l'intervention de Maxime et aussi du président qui parlait de droit à l'alimentation. On est vraiment là pour favoriser la démocratie alimentaire. C'est-à-dire que se nourrir et nourrir les autres peut être une occasion de s'approprier ou de se réapproprier des choix, de favoriser une capacité à agir, un pouvoir d'agir là où l'on est, parce on part du principe qu'on est tous dans le même panier et qu'il y a quelque chose à agir en local, qu'on peut se mêler d'économie, qu'on peut se mêler de ce qui se passe sur nos territoires, parce que, comme vous le disiez, Émilie, l'alimentation est fondamentalement politique. L'alimentation, c'est un des plus petits dénominateurs communs entre tous, parce qu'on a, si ce n'est envie, au moins besoin de manger, et que c'est un moyen de définir des règles du jeu ensemble, et qu'on a là un moyen de se mêler d'un quotidien qui est fortement politique. Merci beaucoup Natacha. On note vraiment que cette cantine de Nexon appartient aux habitants qui ont su se saisir de ce sujet de l'accessibilité alimentaire et qui a un lien très fort au territoire et l'importance du lieu commun et du sens commun donné à votre projet. Je vais donner la parole tout de suite à Natalia Fuenzalida de VRAC Toulouse. Donc, c'est encore une autre manière de travailler ce sujet de l'accessibilité alimentaire, mais qui vient aussi des habitants et des quartiers, accompagnée par l'association VRAC. Donc là, le témoignage de VRAC Toulouse, mais VRAC s'inscrit plus largement dans un réseau. Natalia, je vous passe la parole. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Natalia et je suis chargée de développement et de la communication de VRAC Toulouse Métropole. VRAC veut dire vers un réseau d'achat en commun. Et justement, c'est une association qui développement de groupes d'achat dans les quartiers populaires de Toulouse, avec en tête réduire les inégalités en matière d'alimentation pour rendre accessibles les produits bio et locaux aux habitants et habitantes de ces quartiers, tout en rémunérant de façon juste les producteurs et productrices. Comme tu disais, Émilie, l'association de Toulouse, elle appartient à un réseau. VRAC, au début, c'est une initiative née à Lyon en 2013. Depuis, la question qui s'est posée à l'époque, c'était comment lutter contre l'isolement, tout en agissant pour les restes à vivre des habitants et habitantes. Aujourd'hui, l'association a essaimé un peu partout en France avec un réseau de 17 antennes autonomes et fête cette année, c'est 10 ans. Dans les cas de Toulouse, c'est suite à une intervention de Boris, notre fondateur, aux assises des politiques de la ville. Les habitants, les bailleurs sociaux et les associations se sont saisis de cette question. Ils ont voulu implanter le projet sur la ville et ça a commencé avec une première phase de développement de 5 groupements d'achat sur 5 quartiers prioritaires, avec un CA constitué majoritairement d'habitants de ces quartiers. En 2022, VRAC Toulouse était 6 groupements d'achat, donc 6 quartiers prioritaires, dont un groupement autonome, c'est-à-dire où nous, on fait que la partie logistique, plus de 800 familles touchées par nos actions, plus de 1000 heures de bénévolat et près de 20 tonnes de marchandises écoulées. On fonctionne avec des distributions toutes les 5 semaines. On travaille avec les centres sociaux et les associations de chacun de ces quartiers. Un panier moyen de 45 €, 200 à 250 commandes par cycle. Et bon, nos objectifs, en bref, c'est de rendre accessible au plus grand nombre le produit de qualité, faire tomber des freins réels et ou supposés, et ça c'est important, vis-à-vis de ces produits, c'est-à-dire économique, c'est trop cher, pratique, pas d'offre en mon quartier, je n'ai pas le temps de cuisiner, je ne sais pas cuisiner. Socioculturel, ça peut dire l'auto-exclusion, ce n'est pas pour moi, les bio c'est pour les bobos, tu vois. Soit vraiment les stigmatisations face aux injonctions du type mieux manger, 5 fruits et légumes, etc. Et finalement, un frein citoyen, c'est-à-dire j'ai pas besoin de participer ou j'ai juste besoin de survivre. Donc nous aussi, on est pour favoriser le choix
et finalement pour se réapproprier sa consommation. VRAC et ses adhérents essayent de répondre à tous ces freins par plusieurs moyens. Déjà, en faisant des achats groupés locaux et en vrac, on réduit les coûts des produits, des emballages et du transport. On travaille, comme je vous disais, avec les structures de chaque quartier pour aller au plus près des habitants. On organise des permanences physiques pour ne pas les délaisser personne, soit à niveau numérique, d'alphabétisation, d'handicap. Et par l'échange de pratiques alimentaires entre les habitants, ça permet de faciliter et d'outiller les personnes face aux contraintes temps, espace, dépenses énergétiques. En plus de ça, les adhérents peuvent proposer et choisir des produits adaptés à leurs souhaits pour intégrer les catalogues qu'on met en distribution. Et en plus, les groupements sont ouverts à tout le monde et par cette mixité, on développe d'un côté la découverte et les partages des recettes et aussi les partages des repas. Et ça, c'est un élément central à la pratique alimentaire. En plus de cela, ces groupements est dû à leur régularité. Il y a une dynamique collective et une entraide qui se crée. Nos actions, elles évoquent souvent la participation citoyenne. On essaye de mettre en valeur les compétences de chacun des participants. Les liens avec les producteurs et productrices, avec des visites sur les différents sites de nos partenaires producteurs et productrices. Et aussi une vision d'ensemble du système alimentaire. Et dans tous les cas, tout le long du cycle, les personnes sont au cœur du projet, et ça sur plusieurs axes. Concernant les stratégies, on va dire comment on pense VRAC, je vous dis déjà, notre conseil d'administration est majoritairement habitant. En plus de cela, on essaye de plus en plus de renforcer l'axe démocratie alimentaire pour promouvoir une montée en compétences aussi de nos adhérents, pour qu'ils puissent s'en saisir aussi de la question politique de comment est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange et quel choix peut-on faire. Et d'un point de vue juste pratique, on va dire, de notre quotidien, on a fini cette première phase de développement de 5 groupements sur 5 quartiers. Et donc, on fait un accompagnement pour travailler sur la suite et on essaye de développer un espace ouvert à l'ensemble des adhérents, une espèce d'assemblée adhérente, pour les impliquer aussi sur le choix et les priorisations qu'on fera dans les années à venir. Concernant les distributions elles-mêmes, l'organisation même des distributions, la participation des habitants est visible de la recherche de produits à la mise à jour du stock en fin de cycle. C'est-à-dire, ils peuvent proposer soit l'ajout de produits, soit contacter directement le producteur en représentation de l'association. La création, la conception même du catalogue jusqu'à sa mise en place, elle est faite par un habitant. Les permanences physiques que je vous parlais un peu juste avant, c'est-à-dire la présentation de VRAC, les nouvelles adhésions, les commandes, tout est fait par les habitants. La préparation des commandes, en concret, quand on sort nos sacs de 25 kg, qu'il faut les mettre sur chacun des quartiers avant de faire les livraisons, c'est fait aussi avec les habitants. Et le jour même de la distribution, toute l'épicerie, elle est mise en place grâce au soutien et à la participation et l'implication de nos adhérents. Et finalement, bon, il y a évidemment la partie animation, soit au sein même de la distribution, soit hors temps de distribution. La présentation et la représentation de l'association, elle est aussi faite, on essaye de plus en plus qu'elle soit faite par les habitants. Ça va du stand au marché, aux animations avec les partenaires. On a créé les clubs produits. C'est un espace adhérent pour discuter les produits, autour de produits. Concrètement, c'est un espace de travail, c'est un groupe de travail. Et là-dedans, en fait, ils auront le temps, ils ont pris le temps, on va dire, ça fait 2 ans qu'ils y travaillent, pour produire une charte du produit VRAC, un peu comme les cahiers de charges duquel parlait, j'imagine, duquel parlait Barbara. Que ça soit bio, une bonne rémunération justement pour les agriculteurs, etc. Ils ont produit un sondage pour inviter tous les adhérents à participer au choix de nouveaux produits. Et là, ils ont fait, il y a quelques mois, un comparatif de prix
pour assurer notre accessibilité et vraiment mettre en question comment est-ce qu'on fait nos choix. En plus, on a fait un sondage d'animation pour que les animations qu'on met en place soient vraiment en lien avec leurs envies et leurs besoins. Et en plus, et ça c'est notre dernière, on va dire, nouveauté, c'est la mise en place des ateliers autogérés par les adhérents. C'est-à-dire, pendant très longtemps, c'était surtout à l'équipe salariée de réfléchir à des animations avec les partenaires territoriaux. Là, on essaie vraiment de renforcer, mettre en lumière leurs compétences. Et du coup, ça va être les adhérents qui préparent des ateliers. On prépare un atelier lactofermentation, une adhérente. On prépare un atelier marmite norvégienne, donc réduction de consommation d'énergie aussi par un adhérent. Merci beaucoup. En tout cas, on note que VRAC, c'est vraiment un projet politique d'accessibilité alimentaire qui est pensé par les habitants et qui fonctionne grâce aux habitants qui se saisissent eux-mêmes de cette question. Pour terminer ce numéro, je vais donner la parole à Maëlys Orelou, qui est chargée d'évaluation pour Programme Territoire à Vivre. Et l'idée avec vos propos, Maëlys, c'est vraiment de montrer la dimension de la coopération territoriale et la manière dont elle est fondamentale pour vraiment inventer ces nouveaux modèles d'accessibilité alimentaire. Oui, bonjour et merci pour l'invitation, effectivement, pour parler de Territoire à vivre. Donc, effectivement, l'histoire de ce projet, ça commence déjà par un réseau associatif de 5 associations, en fait, qui sont le Secours catholique, le réseau CIVAM, le réseau Cocagne, VRAC et l'UGES, qui sont du coup tous les deux intervenus ce matin. Et donc, ça commence fin 2020 avec du coup ces têtes de réseau qui se retrouvent autour d'un certain nombre de constats et de convictions qui ont été partagés déjà par les uns et les autres ce matin. Et qui s'organisent au départ pour faire du plaidoyer, donc pour défendre à la fois une politique nationale de lutte contre la précarité alimentaire et pour défendre aussi le soutien à des projets d'accès à une alimentation durable et de qualité dans les territoires. Et là-dessus, il y a eu l'opportunité du plan de relance pour asseoir ce plaidoyer sur des expérimentations concrètes et pour tester un peu l'hypothèse de la coopération territoriale. Donc, c'est-à-dire de se donner les moyens de créer de la coopération dans des territoires pour travailler ces questions d'accès à l'alimentation de façon intégrée et territoriale. Donc, en fait, Territoire à vivre, c'est ça, c'est à la fois de la coopération, puisque sur les 4 territoires sur lesquels on travaille, qui sont du coup Toulouse, Montpellier, Marseille et Lyon, ce sont des postes de ce qu'on appelle des ingénieurs de territoire qui ont été financés, donc des personnes qui sont en charge de mettre en place la coopération territoriale. Donc voilà, donc à la fois de la coopération, de l'expérimentation, parce que ce qui ressort de ces coopérations, c'est des projets très concrets autour de 3 axes thématiques qui sont, que l'on travaille dans le programme, qui sont la démocratie alimentaire, les modèles économiques alternatifs et les filières durables et solidaires. Et le 3e axe, c'est du coup l'axe de plaidoyer qui continue en filigrane en parallèle de ces actions dans les territoires. Donc, en fait, je peux vous dire un petit mot du coup sur ce qui ressort de nos 4 territoires d'expérimentation, qui en fait sont des projets différents, qui dépendent des contextes locaux sur les 4 territoires. Donc, en quelques mots, par exemple, à Toulouse, c'est un collectif de 6 associations qui sont en fait les antennes locales du réseau national que je vous ai présenté tout à l'heure. Qui se sont rencontrées et soutenues entre elles et qui désormais accompagnent des dynamiques du territoire, que ce soit à l'échelle d'un collectif d'habitants, par exemple, dans un quartier qui est Bagatelle à Toulouse. C'est une association qui s'appelle Alimico, donc ils accompagnent ce collectif sur la coordination d'une démarche de démocratie alimentaire, mais ils accompagnent aussi des collectivités territoriales, notamment des communes. À Marseille, ce qui est travaillé, c'est un programme d'accompagnement de porteurs d'épicerie sociale et solidaire, des porteurs de projets. Donc, il y a tout un travail sur un petit groupe de personnes qui travaillent sur ces sujets-là.
À Lyon, c'est 2 groupes de travail, une partie sur la démocratie alimentaire avec la création notamment de démarches et de dynamiques de démocratie alimentaire, notamment d'assemblées citoyennes. Et une deuxième partie du projet qui est sur la création d'un pôle mutualisé qui à terme sera à la fois un pôle de mutualisation logistique, de mutualisation des filières et des approvisionnements, mais aussi de mutualisation de services. Donc voilà, et à Montpellier, l'expérimentation, elle va prendre la forme d'une caisse alimentaire commune. Donc l'idée d'un budget alimentaire, en fait, qui va être abondé par des financements publics, privés, mais aussi de la solidarité citoyenne, avec l'idée que on y contribue selon ses moyens, on en bénéficie selon ses besoins. Et les règles de cette caisse alimentaire vont être fixées par un comité citoyen de l'alimentation qui là se réunit déjà un samedi matin sur 2 depuis le mois d'octobre pour décider de qui pourra bénéficier de ce dispositif, dans quelles conditions et aussi dans quel lieu on pourra dépenser cette monnaie alimentaire. Donc là, ça va être une année d'expérimentation qui va être lancée d'ailleurs demain matin. Donc voilà pour Montpellier. Donc ce qu'on voit, c'est que ces 2 ans de coopération Territoire à vivre, donc ça met du temps à mettre en place ce genre de projet en coopération. Et ce qu'on voit, c'est que la coopération territoriale, ça permet d'aller plus loin aussi que ce que chacune de ces associations ou de ces organisations peuvent faire dans leur coin. Et notamment en matière de changement d'échelle. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a à la fois des changements, de l'essaimage de pratiques et d'outils, que ce soit au sein des territoires ou entre les territoires. Mais il y a aussi du décloisonnement, des synergies qui se créent. Le fait d'aborder en même temps différents enjeux, ça déplace un peu les façons de faire et de voir les choses. On observe aussi des prises de conscience et des politisations des parties prenantes dans ces territoires, à la fois des acteurs et des habitants. Et la dernière forme de changement d'échelle, c'est aussi quelque chose qu'on travaille dans Territoire à vivre, c'est aussi questionner la place des collectivités et de l'État dans tout ça, et avec l'idée de comment est-ce que ces partenaires publics deviennent aussi des partenaires de ce qui se travaille sur ces expérimentations et ces actions dans les territoires. Donc voilà en quelques mots. On a un site internet, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller le consulter. Et j'en profite pour vous dire aussi que donc ces 2 ans de projet de Territoire à vivre, on va en faire une restitution et ouvrir aussi pour croiser les regards avec d'autres dynamiques comme celles qui ont été présentées ce matin, le 7 mars prochain, et on organise un forum citoyen pour un droit à l'alimentation. Voilà, donc je vous laisserai aussi consulter les sites internet si vous voulez en savoir un peu plus. Merci beaucoup Maëlys. Donc pour aller plus loin, le 7 mars et le site internet. Merci beaucoup. En tout cas, ce schéma affiché à l'écran nous montre bien que les interactions sont nécessaires pour faire système et que la coopération est indispensable pour expérimenter les modèles de la lutte contre la précarité alimentaire de demain. Merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants et nous vous donnons rendez-vous le 31 mars prochain pour un nouveau thème et un nouvel épisode. Merci à tous.